Après le vol de Glenn, la NASA gagne en confiance. La sécurité reste une priorité, et la précipitation n'est pas une option, même s'ils sont en retard dans la course à l'espace face aux Soviétiques. Le vol suivant servira donc de confirmation de la capacité orbitale américaine. Aujourd'hui, nous revenons sur Mercury Atlas 7, la transition entre les premiers pas et la routine. Nous sommes le 15 mars 1962, un mois après le vol de John Glenn. Dick Slayton, astronaute prévu pour Mercury Atlas 7, la mission suivante, est déclaré inapte pour le vol. En cause, un rythme cardiaque irrégulier. Le médecin de vol William Douglas a repéré en 1959 chez Slayton une fibrillation auriculaire, une pathologie plutôt courante mais qui peut potentiellement mener à un AVC ou une insuffisance cardiaque. Douglas emmène d'abord Slayton voir un cardiologue qui pense que l'astronaute peut tout de même voler. Pour avoir un second avis, il demande également à un interne de médecine de l'Air Force qui confirme que Slayton est apte au vol spatial. Mais après cette consultation, l'interne écrit un courrier à l'administrateur de la NASA James Webb, cette fois en déconseillant de faire voler Slayton. Les années passent et sa mission se rapproche. En début 1962, James Webb décide d'à nouveau consulter les médecins et cardiologues. Plusieurs examens et réunions sont organisés autour du cas Slayton, et globalement, tous sont d'avis de le faire voler. Mais l'administrateur de la NASA consulte également 3 cardiologues renommés aux États-Unis et extérieurs à la NASA. Les 3 éminents docteurs arrivent à une conclusion. En soi, il est difficile de savoir si la fibrillation auriculaire aura un impact lors du vol, mais par sécurité, il serait recommandé de faire voler un astronaute qui ne présente pas ces symptômes. Cet avis médical est celui qui va évincer Slayton de Mercury Atlas 7, rendu officiel en mars 1962. Pour le remplacer, on choisit Scott Carpenter, le suppléant de Glenn lors de la mission précédente. Ce changement, qui surprend les journalistes et évidemment déçoit Dick Slayton, n'est pas un bouleversement pour autant. Carpenter va pouvoir assurer. Il est entraîné et motivé. Après avoir obtenu son diplôme d'ingénierie aéronautique en 1949, Scott Carpenter s'engage dans la Navy comme pilote. Contrairement à la majorité des astronautes, il n'est cependant pas issu de la chasse. Lors de la guerre de Corée, il effectue des missions de lutte anti-sous-marine et de largage de mines. Après la guerre, il intègre l'école navale des pilotes d'essai, ce qui lui permet de gagner une expérience de vol significative sur une grande variété de prototypes d'aéronefs. Après un court passage dans le renseignement à bord de l'USS Hornet, il achète le Times Magazine, une action qui changera sa vie. Il y découvre l'annonce du recrutement d'astronautes de la toute naissante NASA. Il réussit ensuite la sélection du programme Mercury et plus tard, il est assigné comme astronaute suppléant de John Glenn sur Mercury Atlas 6. À cette occasion, il passe plus de 79 heures à l'entraînement. Son vol spatial est avancé suite aux ennuis médicaux de Dick Slayton. Pour Mercury Atlas 7, il a encore le temps de s'entraîner 31 heures au vol orbital. Autant dire que lorsque la date de lancement approche, tout le monde est confiant dans les capacités de Scott Carpenter. Normalement, Wally Schirra, le suppléant de Dick Slayton, aurait dû prendre sa place sur la mission, mais à la NASA, on se dit que l'entraînement de Carpenter pour MA6 lui offre une plus grande préparation en amont. La mission Mercury Atlas 7 ne devrait pas être si différente du vol précédent. John Glenn a prouvé, avec le petit ennui technique qu'il a subi, que le contrôle manuel de la capsule était possible en orbite et fonctionnait parfaitement bien. Il ne reste désormais que peu de choses à tester au niveau technique, et c'est donc sur l'aspect scientifique et humain que l'on va se pencher. Scott Carpenter va placer son vaisseau dans une orientation où il aura la Terre au-dessus de lui. Dans un référentiel terrestre, il aura donc la tête en bas. Cela permettra de voir si un astronaute peut garder son sens de l'orientation.
Ce virage dans le programme va amener la NASA à créer un comité scientifique dédié spécialement à créer ou sélectionner des expériences à faire à bord des capsules Mercury. On peut en citer certaines, comme un ballon multicolore qui serait relié à la capsule et servirait à observer les reflets dans l'espace, ou encore des photographies de nuages depuis l'orbite pour déterminer la meilleure façon de concevoir les appareils de mesure de futurs satellites météo. D'un point de vue technique, la capsule diffère peu de celle de Glenn, si ce n'est une amélioration globale des systèmes et le retrait d'éléments jugés inutiles ou gênants pour l'astronaute. Au-delà de ça, Scott Carpenter nomme sa capsule, la numéro 18, Aurora 7. Pour lui, le projet Mercury est l'aube d'une nouvelle ère, et l'aurore est donc une image toute désignée. Le 7 est évidemment devenu une tradition pour rappeler les 7 astronautes du programme. D'ailleurs, par pure coïncidence, Scott Carpenter, quand il était enfant, vivait dans une maison au coin de l'avenue Aurora et de la 7e rue dans la ville de Boulder. Le lancement est prévu initialement en avril 1962, mais des ennuis techniques et des retards dans la préparation du vol repoussent la date de décollage d'1 mois. Le 24 mai, à 3h45 du matin, le voici qui émerge du hangar S et se rend sur le complexe de lancement 14. En cette matinée de printemps dans l'humide Floride, un voile de brume entoure Cap Canaveral. Alors que les préparatifs du lancement se déroulent parfaitement, la seule inquiétude est la météo, avec une couverture nuageuse bien fournie. Quelques minutes d'attente retardent légèrement leur H. Le soleil se lève et disperse légèrement le brouillard, qui reste tout de même très épais pour les caméras placées à bonne distance du pas de tir. Scott Carpenter prend quelques minutes pour parler à sa femme et ses enfants depuis la capsule pour les rassurer. Et finalement, à 7h45, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0. I feel the liftoff. The clock has started. Roger. Loud and clear. Roger, Aurora 7. Stand by for your time hack. Roger. A little bit of shaking. Station 4. 3, 2, 1. Mark. Roger, the backup clock has started. Roger, Aurora 7. Clear blue sky. 32 seconds, 9,000. Fuel and oxygen steady. Cabin pressure 15.1 and dropping. A little rough for max Q. 1 minute. Roger, you're looking good from here, Scott. 25 amps and the power is good. à bord, le soleil éclaire progressivement le visage de Scott Carpenter. Dans un calme olympien, il profite d'un lancement parfait. And Aurora 7, we have a go with better than 7 orbit capability. Roger. Sweet words. Roger. Comme prévu, une fois en orbite, la capsule doit se retourner, le bouclier thermique dans le sens de la marche. Sur Mercury Atlas 6, la capsule l'a fait de façon automatique, mais cette fois, Scott Carpenter prend les commandes et exécute un retournement parfait. Il est surpris de ne pas ressentir le mouvement et semble bien apprécier l'apesanteur. Okay, turnaround has stopped. Pitching down. I have the moon in the center of the window and the booster off to the right slightly. Fiber-wire is good in all axes. My pitch attitude is high, coming down now. Carpenter reports he is exercising his control system. He has made his turnaround, and the attitude control system seems to be working properly at this time. The flight surgeon reports his indications are that Scott Carpenter is in excellent condition in space. Lors du vol précédent, des fusées éclairantes avaient été tirées depuis un navire dans l'océan Indien pour savoir si Glenn pouvait les voir. Malheureusement, il n'avait rien repéré. L'expérience est retentée, cette fois dans le désert australien près de Woomera, pour le vol de Carpenter. 4 fusées éclairantes d'une puissance 1 million de fois supérieure à celle d'une bougie sont tirées lors du premier passage,
Mais la couverture nuageuse au-dessus de l'Australie est si épaisse qu'encore une fois, c'est un échec. Les fusées prévues pour être tirées lors des 2 autres orbites ne le seront finalement pas, la météo empirant sur place. Et pendant ce temps, Scott Carpenter est confortablement installé dans sa petite capsule et tout se passe à merveille. Zero G sensations are wonderful. It's the first time I've ever worn the suit and had it comfortable. I don't know which way I'm pointed and don't particularly care. Petite nouveauté de ce vol, Nestlé a conçu des bonbons et autres petits snacks pour l'astronaute. Carpenter semble les apprécier, mais quelques problèmes se posent. Ses gants et les micros devant sa bouche le gênent pour attraper la nourriture et la manger, mais pire encore, des miettes de biscuits se mettent à flotter, ce qui peut poser des problèmes pour sa respiration. Il s'engage ensuite dans l'expérience de vol, la tête en bas. Il positionne la capsule avec le bouclier pointé vers l'espace et le nez vers la Terre pour observer s'il subit des phénomènes de désorientation. À la seconde orbite, Carpenter déploie le ballon multicolore. Mais l'expérience ne se passe pas tout à fait comme prévu. Balloon deployed. Now, the balloon is out. I don't see the line. I don't see that any attempt was made to inflate the thing. It's just drifting off. The balloon is partially inflated. Et plus encore, au moment de le détacher. Further departure from the plan is the fact that I have been unable to jettison the balloon. The balloon is still attached. Should be no problem. Alors que la fin du vol approche, le ballon est toujours là, mais ça ne devrait pas être un problème. Le reste des expériences scientifiques se sont bien passées, surtout celles basées sur l'observation. Ces 3 orbites prévues sont un vrai succès et il est temps de rentrer. Vient le moment d'aligner la capsule pour la pousser qui la ralentira et la fera rentrer sur Terre. Le système automatique fait des siennes et a du mal à aligner correctement le vaisseau. Scott Carpenter va passer plusieurs minutes sur le problème avant de finalement le résoudre et mettre à feu les rétrofusées. C'est le seul ennui réel de ce vol. Finalement, les rétrofusées s'activent 3 secondes plus tard que prévu et la descente commence. C'est à ce moment-là que Scott Carpenter constate que ce mauvais alignement aura une conséquence. Cela devrait le faire amérir à près de 300 km de l'endroit prévu. Le retard d'allumage des rétrofusées ajoute encore à cette dérive de point d'impact. La rentrée et la descente se passent parfaitement, malgré la forte dérive, et il amérit à des centaines de kilomètres des navires qui l'attendent dans l'océan Atlantique. En attendant d'être repéré grâce à sa balise et le liquide coloré entourant la capsule, il sort, déploie le radeau de sauvetage et attend patiemment l'arrivée des équipes de récupération. Il se passera plus d'1 heure avant que les avions et hélicoptères ne le repèrent et arrivent sur la zone. Un SC-54 parachute 2 plongeurs qui rejoignent ensuite Carpenter à la nage, mais le point de parachutage est mal estimé et les plongeurs sont contraints de nager depuis une telle distance que quand le premier d'entre eux arrive au radeau de sauvetage dans le dos de l'astronaute, Scott Carpenter sursaute. Tandis que les 3 hommes attendent les hélicoptères, l'astronaute offre à ses 2 nouveaux amis une partie de sa nourriture spatiale qu'il décline poliment. Après 3 heures d'attente, ponctuées par des largages divers d'équipements par des avions de secours, un hélicoptère Sea King arrive enfin et récupère l'astronaute et les 2 plongeurs. 4 heures et 15 minutes après son retour sur Terre, il pose enfin le pied sur le pont de l'USS Intrepid. Il retourne ensuite sur le continent, alors que la capsule, elle, est finalement récupérée par le destroyer USS Pierce. Le vol de Scott Carpenter est considéré comme le plus grand succès du programme jusqu'alors. À l'exception de la dérive au retour de l'orbite, aucun problème grave n'a impacté la mission et les leçons à en tirer concernent majoritairement la difficulté pour l'astronaute de manipuler certains de ses équipements. Quelques changements techniques mineurs sur les systèmes de contrôle sont à apporter pour la suite, mais la NASA est confiante pour envisager des vols plus longs pour enfin égaler, voire dépasser, les soviétiques. Après de longs débats, la décision est prise. Mercury Atlas 8
opéré par Wally Schirra, fera au moins 6 orbites autour de la Terre, soit autant que Glenn et Carpenter réunis. Mais un événement extérieur va prendre la place de la mission de Schirra sur la scène médiatique. J'espère que cette vidéo sur Mercury Atlas 7 vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à soutenir mon travail avec un like, un partage, et si vous le pouvez, un don sur le lien Utip en description. Vous y trouverez également le site wikiarchive.space que j'ai créé et qui permet de consulter et télécharger gratuitement des centaines de photos d'émissions Mercury, Gemini, Apollo, Navette et bien d'autres. Bref, on se retrouve en mai pour parler de Mercury Atlas 8. Ciao!